Bonjour tout le monde. Alors pour commencer cette préparation des oraux blancs, je vous propose un oral sur le texte de René Char qui vous a posé difficulté. Donc je vais essayer de suivre les règles du jeu, c'est-à-dire de tenir à peu près les 10 minutes, de présenter de la même manière que ce qu'on vous demande. Et pour ce texte, je vais imaginer que la question qui m'a été posée, alors je reprends un petit peu celle que j'ai faite en cours, c'est pourquoi peut-on qualifier ce texte de poésie de la poésie. Mais finalement, le plan que je vais adopter marcherait pour n'importe quelle variation de question sur qu'est-ce que la poésie d'après Char, quelle vision de la poésie se dégage, etc. Voilà. René Char fait partie de la mouvance surréaliste. Il fut, comme les autres surréalistes, résistant pendant la guerre, période pendant laquelle il composa les feuillets d'Hypnos, qui font partie du recueil Fureur et Mystère, publié en 1947, et qui regroupe un certain nombre d'écrits composés pendant la guerre et juste après. René Char y pratique une écriture de l'aphorisme, c'est-à-dire de la phrase courte exprimant une vérité générale, et c'est le cas notamment dans Partage formel, dont on peut lire quelques-uns des versets, partage formel en comportant plus d'une centaine. Maurice Blanchot a dit de René Char qu'il pratiquait une poésie de la poésie, et on peut se demander en quoi cet extrait de partage formel illustre cette affirmation. On verra dans un premier temps qu'il adopte effectivement une forme gnomique, avant de se demander quelle vision de la poésie il défend, et de montrer qu'il s'agit d'une poésie des contraires et de la transformation, vision de la poésie qui est exprimée en théorie et mise en pratique. Donc c'est ici que je lirai le texte si je passais l'oral, mais je vous épargne ça. Dans un premier temps donc, René Char pratique une écriture de l'aphorisme et du gnomique. On retrouve un certain nombre d'éléments stylistiques caractéristiques, le présent de vérité générale omniprésent dans le texte, un grand nombre de verbes d'état, dont le sujet est souvent le poète ou la poésie, et qui donne donc des éléments de définition. C'est le cas, par exemple, dans le verset 5, le poète n'a que, dans le verset 30, le poème est, ou dans le verset 49, à chaque effondrement, le poète répond. On a par ailleurs des éléments de définition avec des expressions comme au verset 1, l'imagination consiste à, ou au verset 17, il appartient au poète. Cette écriture de l'aphorisme va de pair avec un hommage à Héraclite, un présocratique qui lui-même pratiquait une écriture de l'aphorisme et que René Char mentionne assez longuement dans le verset 17. D'autre part, on voit que cette écriture gnomique repose sur un certain nombre de figures de style, dont la première est l'allégorie de la poésie qui permet de rendre plus visible et plus claire la vision que René Char en a. Au verset 31, la poésie est féminisée. Il nous est dit qu'elle va nue sur ses pieds de roseau, sur ses pieds de caillou. Elle est également qualifiée de femme. On peut peut-être aussi penser que le tu qui apparaît au verset 23, tes lointains au bon amour, et au verset 35, sont un visage peut-être féminin de la poésie. C'est également le cas pour le poète, et le poète est systématiquement qualifié par un vocabulaire du pouvoir et de la démiurgie. Il transforme la défaite au verset 3 et il y est qualifié d'empereur prénatal. Au verset 5, il est un magicien de l'insécurité. Au verset 23, il est un meneur de Puitari. Et ces différents versets finissent par révéler son rôle social. C'est-à-dire que le poète ne fait pas tout cela pour lui-même, il a un rôle dans la société des hommes. Le verset 4 insiste sur cet aspect. Sa réalité n'aurait aucun sens pour lui si le poète n'influençait pas en secret le récit des exploits de celle des autres. Donc il a une influence sur la réalité des autres. Et au verset 49, à la fin, le poète répond par une salve d'avenir. On voit qu'il est porteur d'un message d'espoir pour la société tout entière. On voit donc se dessiner à travers cette écriture gnomique une conception de la poésie. Et nous allons maintenant voir que cette poésie est caractérisée par le jeu des contraires, ces contraires qui sont opposés, mais qui reposent aussi sur une transformation. La transformation étant une création définie par le passage d'une chose justement à son contraire. C'est exprimé en théorie
à plusieurs moments, à commencer par le verset 17 qui fait référence à Héraclite et qui utilise pour parler de la transformation un vocabulaire physique de la fusion, dont on voit tout le champ lexical, hein, le moment de la fusion, un impact sans origine, une action dissolvante, le glissement et l'adjectif antiphysique. On retrouve également le vocabulaire de la création démiurgique et magique. On peut le voir par exemple au verset 1, où il est question de puissance magique et subversive, ou du réel incréé, ou encore au verset 35, où on a, traduisant l'intention en acte inspiré, on a aussi le verbe convertir, un cycle de fatigue en fait de résurrection, et l'image du prisme qui est sur laquelle on va revenir juste après. En effet, René Char ne se contente pas de formuler théoriquement cette vision de la poésie, mais il la met en pratique, c'est-à-dire qu'il montre ce jeu des contraires par de nombreuses figures de style. On peut relever ainsi le chiasme du verset 3, la défaite en victoire, la victoire en défaite, qui montre la réversibilité des contraires, l'antithèse du verset 13, fureur et mystère, tour à tour, le séduisir et le consumère. On peut penser même qu'il y a deux antithèses dans cette phrase avec les sujets et avec les verbes. Le paradoxe du verset 30, l'amour réalisé du désir demeurer désir, réalisé et demeurer désir sont antithétiques. La variation au verset 31, où on a les pieds de roseau et les pieds de caillou, donc deux visages différents d'une seule et même chose. Ou enfin la figure de l'énumération qu'on trouve au verset 14, les circonstances des rebondissements, des renaissances, des foudroiements et des nages s'incrustantes, et qu'on trouve enfin au verset 35 avec l'image du prisme qui est qualifié d'hydre, c'est-à-dire de composite de plusieurs choses, hydre de l'effort, du merveilleux, de la rigueur et du déluge, tous des mots qui semblent appartenir à des champs lexicaux complètement différents et dont la rencontre peut donc surprendre beaucoup le lecteur. Au final, que nous dit-il donc sur la poésie? Il propose deux équivalences de la poésie. D'une part avec l'amour et le désir, et d'autre part avec la vérité. Alors pour ce qui est de l'amour et du désir, on le retrouve au verset 1, où il est question de puissance du désir, au verset 23, où il y a l'apostrophe « Ô mon amour », et enfin au verset 30, avec l'amour réalisé du désir demeurer le désir. Mais finalement, l'équivalence qui est la plus explicite, c'est celle entre poésie et vérité, à la fin du verset 17, où le poète affirme « poésie et vérité, comme nous le savons, étant synonymes ». C'est-à-dire qu'il y a une stricte équivalence entre les deux termes, qui est renforcée par l'expression « comme nous le savons hein, », ce qui suggère que le lecteur en est déjà convaincu. Et donc, la poésie n'est jamais rien d'autre qu'une expression de la vérité, mais d'une vérité qui naît de la fusion des contraires et du pouvoir démiurgique du poète, et pas simplement du fait de dire des choses qui seraient évidentes pour tout le monde. Pour conclure, donc, on peut affirmer que Char pratique bien dans Partage formel une poésie de la poésie, c'est-à-dire que son écriture est autotélique, il ne parle de poésie il ne fait de la poésie que pour parler de poésie. C'est effectivement un texte très métalittéraire, métapoétique, et on le voit aussi bien dans la construction du texte que dans ses tenants théoriques, que dans les figures qui le mettent en pratique. On peut proposer un parallèle entre ce texte et celui d'Arthur Rimbaud dans Alchimie du verbe, qui, dès son texte, montre bien que la poésie est vue comme une alchimie. Donc on retrouve cette image du poète comme démiurge, comme créateur de choses qui ne sont pas accessibles au commun des mortels et qui est investi de pouvoirs magiques incompréhensibles pour les autres. Voilà, je vois que je suis à 9 minutes. Avec la lecture du texte, ça rajoutait 1 minute, donc on est à peu près à 10. Et puis, je parle un petit peu vite par rapport à ce que vous feriez. J'espère que ça a un peu simplifié ce texte, dont je conçois qu'il est difficile. Mais vous voyez que si on l'organise d'une manière un petit peu stricte, on arrive à se débarrasser du côté surréaliste compliqué. J'ai pas beaucoup développé sur le surréalisme dans l'intro, c'était une autre manière de développer un peu, mais bon, ça vous l'avez dans votre livre. Voilà, bon courage avec ce texte et j'espère que ça vous aura aidé.